Vous avez publié peu avant le confinement un cinquième roman qui s'appelle Le Cerbère blanc chez Stock. Et j'aimerais qu'on évoque d'abord un petit peu de manière factuelle l'intrigue de ce texte. Je vais resituer rapidement et vous compléterez. On a affaire à deux personnages, Amandine et Mathieu, ou Mathieu et Amandine, ça dépend dans quel sens vous souhaitez le prendre, dont on comprend dès le premier chapitre, qui est assez magistral dans l'évocation de ce que j'appellerais une gémellité, que ces deux êtres ont tout pour être heureux, ils se connaissent depuis le berceau, ils se sont sentis, respirés, entendus, écoutés, touchés, et qu'au fond, devrait se dérouler pour eux une vie parfaite, faite de bonheur, d'entente et de sérénité. Or, si c'était le cas, il n'y aurait pas de roman, et en fait, vous arrêtez cette béatitude assez vite avec une catastrophe qui va les dérouter de cette route-là. Je vous laisse compléter peut-être la présentation de l'intrigue. C'est tout à fait ça, vous l'avez bien situé. Effectivement, deux êtres très proches dont une tragédie familiale va dérouter leur vie qui était tout tracée, comme vous l'avez souligné. Ouais. Alors, vous avez adopté un principe de narration intéressant, c'est-à-dire que vous faites parler tour à tour chaque personnage à la première personne. C'était important pour justement vérifier, je pense, que ce que faisait l'un avait des conséquences sur la vie de l'autre, même si cet autre l'ignorait, et qu'en fait, vous poursuivez l'examen de ces trajectoires de manière simultanée. C'est ça, oui. Ouais. Ce qui me fascine en fait dans cette histoire, c'est deux destins qui débutent ensemble, qui vont se séparer, mais qui, malgré des chemins et des trajectoires différentes, vont quand même avoir des similitudes et des destins parallèles. Jusqu'à ce qu'un jour, sans vouloir spoiler, ils se retrouvent et on va voir ce qui se passe. Et en fait, alterner les deux voies était une façon de montrer ces parallèles, de montrer ces destins très différents. Un va connaître vraiment l'expansion et une apparence de bonheur, tandis que l'autre va rester enfermé sur soi et subir un peu tous les malheurs du monde. Mais malgré tout, il va se passer des choses. Donc c'était un procédé bien pratique. Pourquoi une apparence de bonheur? Alors, une apparence de bonheur parce que, il n'est pas durable. Hein. Il n'est pas durable et il va rentrer dans un jeu que je dénonce ensuite, qui est justement le culte de la beauté, la vie éternelle, l'apparat, etc. La réussite. La réussite, tout à fait, ouais. Alors c'est vrai que ce roman explore beaucoup de nos sentiments, je trouve, de notre rapport à l'autre. Et l'un des aspects intéressants de Mathieu quand il va s'engager dans cette autre vie, c'est la question de l'abandon, la lâcheté, la culpabilité. Et je crois que ces sentiments vont beaucoup le hanter, même s'il les met à l'écart dans effectivement cette vie de réussite, d'argent, de beauté, de réussite esthétique, etc. Ils sont importants, ces sentiments de lâcheté et de culpabilité. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des sentiments que l'on ne peut pas enfouir à tout jamais. Et Mathieu, quand il va quitter la vallée de Chantebrie, il abandonne une vie, il va abandonner Amandine, et ça, en fait, il ne va pas réussir à l'oublier. Et la lâcheté, en fait, des caractéristiques de Mathieu, hein, et je pense quelque chose que l'on ne peut jamais oublier ou s'oublier, c'est-à-dire enfouir sur des nouveaux souvenirs qu'il va essayer. Donc il va vraiment essayer d'oublier Amandine, il va essayer d'oublier sa lâcheté, mais un jour ou l'autre, il est rattrapé par son passé. D'un autre côté, Amandine, elle incarne la fidélité, la constance, l'attachement, notamment elle est attachée à cette vallée, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu partir, donc elle représente aussi des sentiments, des aspirations, j'ai envie de dire, complémentaires et différentes de celles de Mathieu. C'est un peu ça, oui, oui. Dès le départ, elle ne rêvait pas d'idéal très éloigné. Elle voulait rester dans la vallée avec Mathieu en tant que futur mari, avoir leur petite vie tranquille. Et c'était une aspiration tout à fait légitime.
Et Mathieu, par son ambition et par sa lâcheté, encore une fois, est venu contrecarrer ses rêves et les a projetés tous deux dans des vies qu'ils n'auraient pas dû vivre, en fait. Des vies assez incroyables et qui sont des vies gâchées, et on comprendra pourquoi la lecture du roman. On ne dira pas tout sur la fin du roman, ce serait dommage. Alors, on peut par contre dire que Mathieu s'engage dans des études de médecine quand il arrive à Paris. D'ailleurs, sa solitude à Paris qui est très intéressante aussi. C'est quelqu'un qui est finalement coupé de tout. Il va simplement faire une rencontre tout à fait passionnante qui a trait à certains thèmes de votre livre, un certain taxidermiste. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de ce personnage parce que votre roman, vos romans, bien les personnages apparemment secondaires, quelque chose d'intéressant à l'intrigue. Et voilà, parlez-nous un petit peu de ce taxidermiste et de cet animal, ce personnage du cerbère blanc que Mathieu va découvrir là. Alors, vous avez raison, j'aime bien les personnages secondaires. Je trouve que dans les romans, ils donnent un peu d'étoffe à une histoire, ils permettent de décrire des personnages souvent complexes, un peu dans l'ombre ou un peu à l'écart d'une intrigue, mais qui permettent de rajouter un peu de subtilité. Donc Claude, qui est le nom de ce taxidermiste, est un peu la référence du vieux sage, en fait, celui qui va aider Mathieu dans cette nouvelle vie parisienne, qui va l'aider dans sa solitude et qui va le guider, en fait, au travers d'une certaine forme de sagesse. Et donc Claude est taxidermiste. Il va avoir une pièce de collection dans son magasin qui est un cerbère blanc, donc qui est une pièce assez rare, puisque le cerbère en général est un animal plutôt alors que l'on représente noir et gardien des enfers. Là, le cerbère blanc est au contraire le cerbère qui va garder le paradis, entre guillemets, plutôt la figure de la sagesse, et qui est très pratique pour la narration, puisqu'avec 3 têtes, il va pouvoir illustrer tous les chemins de vie ou toutes les décisions que l'on doit prendre. Donc une tête par décision, ou alors une tête par recommandation. À un moment donné, Claude lui dit le cerbère a 3 têtes, une pour écouter, une pour regarder, et l'autre, la dernière, uniquement pour parler. Et si tu imites le cerbère dans cet ordre-là, tu paraîtras pour sage. Donc, une incarnation de la sagesse. Voilà. Donc, le cerbère est une excuse. Il n'y a pas il ne joue pas à proprement parler un rôle dans ce roman, mais c'est une figure que l'on va retrouver un peu de temps en temps pour rappeler cette figure presque paternelle, en fait, du taxidermiste et l'incarnation d'une forme de sagesse. Alors, il y a un autre personnage secondaire dont j'aimerais qu'on dise 2 mots, c'est Barnabé, c'est l'oncle de Mathieu, qui joue un rôle un peu en sourdine, j'ai envie de dire, mais en même temps qui apporte un complément à ces relations compliquées entre les êtres, au silence, aux choses qu'on n'ose pas dire, au retrait. Donc, il apparaît aussi en toile de fond du texte de manière tout à fait intéressante. Oui, alors Barnabé, c'est un personnage essentiel dans la narration. Donc c'est l'oncle de Mathieu, et en fait il a vécu un peu la même histoire que Mathieu quand il était jeune, donc il y a une 50aine d'années ou une 40aine d'années, et en fait il va se projeter dans l'histoire de Mathieu pour lui recommander ce que lui pense être la meilleure solution, mais qui n'est pas forcément la meilleure solution pour Amandine et pour Mathieu. Et après il va être pris dans une sorte d'indécision, dans une sorte de culpabilité lui aussi, entre je protège Mathieu et le secret que j'ai avec Mathieu versus la vie dans la vallée avec Amandine qui veut avoir des réponses que lui ne peut pas lui apporter parce qu'il est coincé justement dans ce dilemme entre j'aide mon neveu et j'aide Amandine que j'aime bien aussi. Donc c'est un personnage qui est complexe parce qu'il est vraiment tiraillé entre 2 feux. Il est aussi tiraillé par ses souvenirs et les erreurs qu'il a faites étant jeune. Et c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Ouais. Donc il est forcément intéressant du point de vue romanesque. Ce qui va mal est toujours plus intéressant, n'est-ce Voilà. pas? Et Alors, il est vraiment le pivot de l'histoire, tout en ne se mettant pas lui-même au centre de l'histoire, en refusant ce rôle-là, ce qui bloque en fait tout le système, hein, ce qui grippe en fait. C'est la personne qui grippe l'histoire, au sens où qui fige, qui empêche le dénouement de l'histoire, mais sans qu'il le veuille franchement en fait. C'est une décision malgré lui.
Donc c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors d'un côté, il y a l'indécision de ce personnage, et de l'autre côté, il y a les décisions prises par la vie, en fait, par les événements, par la tragédie. Votre roman, c'est une succession de morts, il faut le dire quand même sans effrayer le lecteur, c'est une succession de catastrophes qui vont finalement forcer les personnages, on le disait tout à l'heure, à se dérouter, à changer de voie et à se métamorphoser. Alors j'en viens à cette question des métamorphoses, qui sont très importantes dans le texte. D'ailleurs, vous évoquiez carrément le texte de Ovide, hein, les métamorphoses. Donc, c'est un thème important, c'est la grande musique de ce texte, la métamorphose. Oui, tout à fait. Alors, la métamorphose et, vous l'avez souligné, les décisions, les carrefours de vie, ça c'est quelque chose que l'on retrouvait aussi dans mes précédents romans, qui m'intéresse beaucoup en fait. Comment, à partir d'un simple accident, alors d'un simple plus ou moins grave en fait, le destin d'une personne, mais aussi de plusieurs personnes peuvent être bouleversés. Est-ce qu'il y a des retours en arrière possibles? Est-ce qu'on peut faire, vous savez, comme sur ordinateur, là, le undo, est-ce que c'est aussi facile à mon avis? Bien entendu que non. Et comment en fait on se transforme, alors au fil de la vie, avec l'âge, première métamorphose, mais aussi au travers de décisions que l'on a prises ou que l'on subit. Et là, c'est typiquement Mathieu est la personne qui prend les décisions et qui assume plus ou moins bien les décisions qu'il prend et les choix de vie. Et Amandine, en fait, c'est l'autre côté du miroir, c'est la personne qui va subir les décisions de Mathieu. Et en fait, elle va se métamorphoser involontairement, elle va devenir ce que l'on sait dans le roman, c'est-à-dire une personne qu'elle n'aurait peut-être pas souhaité devenir, mais uniquement par la contraposer d'une décision qu'elle n'a pas prise. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la transformation, quels sont les effets des conséquences des autres sur soi-même. Alors, on a évoqué une succession de morts, de catastrophes, d'êtres qui se retrouvent orphelins. Hein. Mathieu, par exemple, a perdu ses parents très jeunes, etc. J'ai envie de dire que notre rapport à la mort est aussi un thème très important. Mathieu refuse, du début à la fin, l'acceptation de la mort. Et une des intrigues du texte, ça va être de voir comment il va pouvoir surmonter ce scandale de la disparition des parents. Je crois que chacun des personnages a affaire à cette question-là. Et ça nous renvoie, nous, lecteurs, à cette question-là de notre relation à la mort, la nôtre et celle des autres. Oui. Alors, effectivement, suite à la mort, alors c'est tout au début du roman, donc on ne spoile pas le futur lecteur, mais Mathieu devient orphelin alors qu'il est adolescent, et à partir de ce moment-là, il devient traumatisé par l'idée de la mort, en fait, et il va tout faire pour essayer de lutter contre la mort. Donc, il va d'abord avoir des séances avec un pédopsychiatre, hein, qui lui montre que le culte de la mort peut être différent dans les différentes civilisations et que l'image assez morbide, par définition, que l'on a en France est peut-être pas la référence absolue. Et il va commencer à s'intéresser aux différents mythes sur comment vaincre la mort, que ce soit les vampires, Frankenstein, etc. Ce qui va le pousser vers des études de médecine pour lutter, lutter ou repousser du moins la mort. Et Mathieu va être obsédé par ça, oui, tout à fait, jusqu'à créer une clinique de surhomme, entre guillemets, pour vaincre le temps, alors si ce n'est la mort, vaincre les effets du temps, le repousser le plus possible. Donc oui, c'est un sujet important qui est aussi, comment dire, vu au travers de plusieurs angles. Par exemple, le taxidermiste est aussi une métaphore de comment prolonger l'image des vivants, hein, avec des animaux empaillés. Amandine, elle aussi, se fait certaines réflexions sur ce sujet-là, puisqu'elle va être aussi confrontée à la mort de proches. Mais chacun avec des points de vue différents et des impacts différents sur leur vie, en fait. Donc la question, c'est comment la mort métamorphose nos vies quelque part, puisque je répète cette phrase qui est connue, la mort fait partie de la vie, et donc comment on l'intègre chacun, comment on réagit, et comment on se dépatouille avec cette tragédie en fait. Alors pour finir, une dernière question ou remarque. Votre roman précédent était plein de fantaisie, d'humour, voire d'éclat de rire chez le lecteur.
On dira qu'ici, on rit pas beaucoup, hein, quand même. Mais la fantaisie et l'imagination, elle existe dans ce texte. Vous vous permettez des choses qui paraissent invraisemblables. Et c'est peut-être ma dernière question. Le roman, c'est le lieu de toutes les libertés, de toutes les fantaisies pour vous? Ah oui, oui, clairement, oui, oui. Alors, j'écris vraiment pour le plaisir. C'est vraiment une grande joie d'écrire et j'essaye de m'amuser le plus possible. Donc, je varie, j'essaie de varier les tons, les registres. Mon dernier roman était effectivement très centré sur presque un roman policier sur les crimes cyberinformatiques. Là, j'ai vraiment changé de registre pour faire un roman peut-être plus psychologique où je vais plus travailler les personnes, les personnages. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est le challenge de à chaque fois de me renouveler, de faire un style différent ou du moins une intrigue différente. Tout en gardant quand même ce qui m'est propre, à savoir peut-être une certaine attirance vers les anecdotes, vers les petits détails qui font que une histoire n'est jamais un point A vers un point B. Il y a toujours un peu des petits détours et des anecdotes plus ou moins amusantes qui viennent peut-être soulager un peu le lecteur, lui donner un peu de répit. Voilà. Puisque vous parlez de point A à point B, j'ai noté qu'il y a un direct Genève, la vallée de Chantebrie. Et quand le confinement sera fini, j'essaierai de prendre ce train. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Rofas. Merci pour votre intervention. À Merci. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.